Nous allons donc aborder la souveraineté numérique, mais du point de vue de ses impacts. Nous allons revoir les impacts au niveau politique, au niveau économique et technologique. Au niveau politique, si nous arrivons à mettre en place une orientation de souveraineté qui est bien assumée au niveau numérique, et là, il y aura une souveraineté pleine et entière, assurée et assumée, autant sur l'entité géographique que sur le cyberespace. Tel que nous l'avons dit, si on a une orientation et qu'on prenne les mesures qu'il faille pour assumer cette orientation, on aura une transversalité de la souveraineté de l'État, autant physique que dans l'espace numérique. Une indépendance de notre pays vis-à-vis des choix technologiques éclairés sans effet limitatif ou contraignant. Ça aussi, c'est important. Et je sais qu'il y a eu des choix, peut-être des voies plus autorisées en parleront, des choix qui ont été faits par l'administration en toute indépendance. Il y a eu des impacts, c'est vrai, mais ça a permis de consolider quand même une certaine indépendance de l'administration vis-à-vis de ces technologies-là. Tout ça participe politiquement à une souveraineté numérique. Une capacité à prévenir et contenir les risques d'ingérence ou d'interférence politique du point de vue des services du numérique. J'évoquais tantôt ce qui s'est passé un peu partout. Nous ne sommes pas à l'abri de cela, de la manipulation, de l'orientation de masse. Et comme je le dirais d'entrée, les services vers lesquels nos populations sont très attirées pourraient servir à ça. Donc, l'impact d'une politique de souveraineté numérique affirmée pourrait travailler à continuer, sinon même à réduire ce risque-là. Alors, il est question aussi, en termes d'impact, qu'on aura un cadre juridique approprié et judicieux pour favoriser l'édification d'un écosystème numérique impactant, mais souverain. C'est-à-dire qu'il faille aussi, au sortir d'une politique de souveraineté numérique au niveau national, on aura un cadre juridique approprié parce que les textes de loi pourront sûrement être revus et adaptés au contexte pour faciliter donc l'épanouissement de l'écosystème du numérique. Toujours l'impact politique, il y a quand même à voir qui peut, si nous négocions mal nos décisions en matière de souveraineté, il peut y avoir des risques de musellement de l'innovation et de la créativité. Je sais qu'il y a une vingtaine d'années à peu près, il y avait des choix technologiques qui avaient été faits. Et je me souviens en son temps, les promoteurs des logiciels libres, les promoteurs de tout ce qui est ouvert, les open source et tout, avaient du mal vraiment à s'affirmer, avaient du mal à proposer leurs services, autant dans l'administration publique que dans le privé, parce que les choix qui avaient été faits en son temps ne leur permettaient pas de prospérer. Malheureusement, c'est des décisions qui ont créé un musellement de l'innovation, qui n'ont pas permis peut-être de prospérer sur d'autres aspects. Et bon, mais il faut tirer leçon de ce type de décisions pour que quand on prenne des décisions politiques en termes de souveraineté, qu'on ne muselle pas l'innovation et la créativité. On a aussi un risque de créer de la dépendance vis-à-vis des partenaires technologiques au point de limiter les espaces de choix. Parce que c'est vrai, on pourrait dire oui, on a décidé de faire la souveraineté, on va travailler qu'avec un tel, ou bien on va travailler qu'avec tel type d'approche. Et on créera de la dépendance sans se rendre compte. Je pense que les décisions dont je parlais tantôt, c'était des décisions qui ont permis de desserrer un peu l'étau que notre administration avait, cet étau étant imposé, si je puis le dire, par une dépendance technologique qu'on avait malencontreusement créée à travers des choix technologiques. Donc, les décisions que nous allons prendre en termes de souveraineté doivent nous permettre aussi de ne pas créer des impacts négatifs de ce genre. En venant sur les impacts